Alors, le premier intervenant, c'est Olivier Soulier. C'est un intervenant, c'est un médecin homéopathe. Je suis très heureux de le présenter. Moi-même, j'ai partagé la scène ici avec mon ami Pierre Lessard. On a passé toute la journée d'hier ici même. Et donc, Olivier Soulier, ça me fait plaisir de le présenter, qui est un intervenant de la santé. Olivier Soulier est un médecin homéopathe. Comme il se décrit lui-même, il dit qu'il est un curieux fini. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, on n'a pas ces expressions-là au Québec, mais je pense que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est curieux de tout. Mais très curieux du sens de nos symptômes, du sens de la maladie. C'est quelqu'un qui travaille depuis plus d'une trentaine d'années dans sa pratique. Il a toujours une pratique de médecin à Lille. Il a commis quelques livres et on a fait un film sur lui, aussi autour du sens de la maladie. Son site, c'est Sens et Symboles. Alors, c'est toute une quête à travers ce dont il va nous parler ce matin. La quête du sens à travers nos vies. Olivier Soulier. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'avec Guy aussi, on a un lien sur la notion de la paternité. Hein. Donc on pourrait dire que ici c'est une journée pour Women in Action, mais nous c'est Father in Action. Effectivement, mais c'est quelque chose de très important parce que je pense que les hommes sont en retard sur leur masculinité, sont en retard sur leur paternité et c'est quelque chose d'important que les hommes puissent assumer et comprendre ça. D'abord, je suis très honoré d'être ici avec vous. Je remercie Guy et Sophie de leur travail et de vous avoir réunis ici. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à faire ce que je fais et comment on passe d'être un médecin formé par la faculté à un médecin qui travaille comme je travaille. Je pense qu'on est dans un moment très important. Vous n'êtes pas sans avoir manqué qu'il s'est passé des choses assez incroyables dans ces derniers jours, qui nous ont complètement bouleversés. J'aimais beaucoup cette petite image qui disait 17 morts, 66 millions de blessés. Et c'est quelque chose qui est très important. Je pense que nous sommes dans un moment complètement charnière de l'humanité. L'idée générale selon laquelle le monde extérieur et le monde intérieur communiquent est une idée fondamentale. Quand Gandhi dit « Soyez la paix que vous voulez voir en dehors de vous », c'est tout à fait vrai. Mais là, on est dans quelque chose qui est encore beaucoup plus large, dans le sens où le monde est en train de se transformer et nous sommes directement... La mondialisation, je dirais, touche non seulement le monde, mais nous touche nous, précisément. Et je suis marqué par la manière dont ce qui arrive au monde commence à nous atteindre. Précisément, je voudrais juste donner un chiffre. Quand Kanner écrit son livre sur l'autisme, sur les maladies psychiatriques des enfants, en 1945, il ne parle pas de l'autisme. Parce que c'est pas connu, ça n'existe pas. Et après, il découvre l'autisme dit de Kanner, qui sont les autismes profonds. Et il y en a un sur 10 000, 100 000, 1 million. Aujourd'hui, on était arrivé il y a quelques années, un enfant sur 10 000 autistes. Maintenant, on est passé à 1000 il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à 150, un enfant sur 150 nés autistes. Et aux États-Unis, cette année, il y en a 1 sur 86. Et en Corée, où ils sont les spécialistes du Wi-Fi, on est à 1 sur 38. Et dans cet même article, les scientifiques américains disaient qu'on va, dans les 10 à 15 prochaines années, avoir un enfant sur 2 qui va naître autiste. Et que nous aussi, on va vivre ça. Pourquoi ? Parce que dans un monde de plus en plus toxique, dans un monde de plus en plus artificiel, dans un monde où on abîme la terre, dans un monde où on fait mal au monde, dans un monde où on donne du bisphénol A, où on donne des PCB, on donne plein de choses comme ça. Donc, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, ce que nous sommes à l'intérieur de nous communique avec notre santé, et ce que nous sommes communique fondamentalement avec le monde, et que ce qui agit sur le monde va agir sur l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui est très très important.
Donc il nous appartient de faire très attention à ça. Vous avez vu aussi ce qui arrive aux abeilles. On a presque tué 90% des abeilles. Et Einstein disait, quand les abeilles disparaîtront, l'être humain n'aura plus que 5 ans à vivre. Donc on va peut-être pas se faire tous tuer à la Kalachnikov, on va se faire tous tuer au Roundup. Tout aussi simplement que ça. Voilà. Donc je pense que nous sommes là, et je pense que quand Sophie organise cette journée, il se passe vraiment quelque chose de très important parce qu'on est au cœur des choses. Voilà. Il y a 1 an et demi, après le décès de notre ami commun Willy Barral, auquel je voudrais rendre hommage, parce que c'est un homme extraordinaire, un psychanalyste extraordinaire. Et avec Jean-Yves, on était tous les deux amis de Willy, on décide, Jean-Yves Billien décide de faire un film, qu'on fasse un film ensemble pour parler de ce que je fais et pour parler de mon travail. Et donc, j'avais pas l'habitude, mais on a passé quelques jours assez extraordinaires ensemble, où il m'a tout simplement interrogé, parlé, je lui ai répondu, ça a donné ce film. Et à la fin, il m'a dit, mais on va l'appeler comment? Et j'avais jamais donné de nom à ce que je faisais, mais il fallait donner un titre pour le film. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, on va l'appeler Médecine du sens. Et je me suis dit que ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire, à ce que je faisais. Quand je dis que je suis un curieux fini, je crois que quand je suis arrivé sur cette terre, le monde avait cette particularité d'être peut-être pas suffisamment clair, pas suffisamment stable ou mystérieux, ou j'avais peut-être quelque chose de spécial en moi qui faisait que je me suis mis à avoir une sorte de tête chercheuse, à regarder tout, chercher à tout comprendre. Je me souviens très bien quand j'avais 5 ans, je me disais, mais pourquoi c'est 7 ans l'âge de raison? Je comprends pas. Pourquoi c'est 7 ans? Pourquoi ça pourrait être au moins 4, peut-être 3, quoi. Hein, c'est logique, ça me semble un peu, ça serait mieux. Voilà. Et puis j'ai continué un peu comme ça, et là je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivé à ce que je fais maintenant. Et puis j'ai fait mes études de médecine, peut-être parce que j'avais envie de continuer à chercher, de continuer à comprendre le monde. Et comprendre, c'est aussi prendre avec. C'est-à-dire que le monde me prenne avec lui, que moi je prenne le monde avec moi. Et j'ai continué j'ai fait mes études, et en fait, je me suis lancé dans les études de médecine, et j'ai beaucoup aimé les toutes premières années, les 2 premières années de la médecine, parce que c'était plein de sens. Il y avait beaucoup de choses, je me souviens, le premier cours de cytologie, où le professeur racontait le monde à travers une cellule, avec le noyau qui aurait été le soleil, et puis les planètes, et ce monde qui était la cellule, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis quand je suis arrivé un peu plus tard dans les hôpitaux, j'étais très déçu. C'est comme si on avait essayé d'apprendre une certaine philosophie du monde, et que derrière on rentrait dans le système binaire, oui, non, malade, pas malade, santé, pas santé, voilà, c'est tout. Et j'ai été presque perdu. Mais je continuais à chercher, parce qu'en fait, je sentais bien qu'il y avait quelque chose que je cherchais. Je me disais bien que cette chose-là, ça existait, mais je ne la trouvais pas. Donc je gardais ça à l'intérieur de moi, et j'étais entre le doute, en disant, oui, mais tu rêves, ça n'existe pas, tu es un rêveur, tu es un imaginatif, mais c'est pas le monde, c'est pas la réalité. Et puis d'un côté, lui, si, je vais trouver. Donc je continue, puis un jour, je suis dans un service de chirurgie, je me souviens bien, avec un professeur de chirurgie qui était très mandarin, qui parlait un petit peu comme ça, et qui faisait son tour avec sa cour comme le roi Soleil, mais qui était au fond un homme de cœur et très, très compétent. Puis alors je vois arriver, il y avait donc un jeune homme qui avait à peu près le même âge que moi à l'époque, peut-être 22 ans, et qui avait une maladie de Crohn. Je ne sais plus si c'est une maladie de Crohn ou une rectocolite. Et il me raconte en fait que dans son histoire, il y a eu une émotion à un moment, et qu'il tombait malade. Et qu'on l'a opéré, on lui a coupé un morceau. Puis il y a eu une autre émotion, et puis il est tombé malade. Ou plutôt qu'au début, il n'a pas bien capté ce qui se passait. Qu'il n'était pas bien, il était malade, il faisait des hémorragies, on lui coupait un morceau, puis il repartait chez lui, puis etc. Puis lui, un peu à la fois, il a fait ce travail à l'intérieur de lui, et il a commencé à comprendre le lien entre ce que lui vivait dans son émotion, et ce qu'il avait, et ce que son corps lui disait. Et donc, au départ de ça, il me raconte ça. Et puis moi, je vois ça, et je me dis, mais
Ça, c'est extraordinaire. Et il me dit même, la dernière fois, pour la fois où il se retrouve là, il dit, j'ai senti que l'émotion arrivait, je l'ai vu arriver, et je me dis, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, mais il dit, j'ai pas réussi, j'ai basculé quand même. J'étais débordé malgré tout, je me suis remis à saigner. Mais c'est vrai, il n'a pas réussi, mais moi, il me donne la clé quand il fait ça. Moi, il m'explique ce qui se passe. Et alors là, je trouve ça extraordinaire. Je n'ai pas entendu ça du tout de toutes mes études. Et là, je dois être en 4e année de médecine, ou en 5e année, je ne sais plus exactement. Et je n'ai entendu ça à aucun moment, et là, je l'entends. Alors je me dis, c'est formidable. Alors vous savez, on a dans les hôpitaux comme ça, on a nos lits, c'est-à-dire on est responsable de 3-4 lits. Donc les patients qui sont dedans, on les interroge, on fait les dossiers, tout ça. Et quand le patron passe avec sa cour, il nous dit, bon, alors, Soulier, présentez votre patient. Donc c'est un exercice d'étudiant en médecine. Donc on présente, c'est vrai, moi j'ai préparé ça. Et je raconte l'histoire, toute l'histoire. Il s'est passé ça, il a réagi comme ça, il a eu telle émotion, il a réagi comme ça, etc. Et j'explique. Et il m'écoute. Et il m'écoute. Et je dis, c'est extraordinaire. Et je me dis, ça y est, c'est gagné. J'ai trouvé un fil et le professeur m'écoute. Donc peut-être que ça va se déplier, se déployer. Et puis donc il m'écoute et à la fin il fait comme ça, avec un air un peu condescendant, il fait c'est très très bien Soulier, c'est très très bien. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'elle a fait? C'est très très bien, très très bien. Bon, allez, on le perd demain. Et à ce moment-là, je me dis, non, il n'y a rien à faire. Je me dis, je n'apprendrai rien là. Et bon, il est très compétent. Hein. Techniquement, c'était un as, mais sur le fond de la compréhension du sens des choses, je n'apprendrai rien. Et comme disait mon ami Coluche, circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà, je suis en 4e année, je suis un peu désespéré, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais aller. Et puis parallèlement, j'ai des problèmes de santé. Et j'ai des troubles cardiaques et on me met des médicaments qui sont très lourds et avec des effets secondaires pas possibles et tout. Donc je ne m'en sors pas et on me propose de me faire des électrochocs, des trucs très, très lourds. Et je ne m'en sors pas, je récidive tout le temps, puis je vais voir un homéopathe et il me donne un remède. Et qui est un remède de timide en fait. Et j'ai un peu dépassé, même si je me dis toujours en montant sur la scène que je reste quand même timide. Et puis ça se passe. Donc d'un côté je ne trouve pas ce que je veux et de l'autre côté je le trouve. Et puis un jour, il y a même un moment, je suis clair avec vous, il y a même un moment où j'ai voulu arrêter la médecine. J'ai même passé des recrutements pour travailler dans les DRH, des choses comme ça. Je dis je prends mon diplôme et je fais autre chose parce que vraiment c'est pas possible. Je ne trouve pas ce que je veux, je me suis trompé, j'ai douté de moi. Et puis je me souviens même qu'un jour je vais voir le père d'une de mes amies qui me fait passer des recrutements et au bout de 2 heures je lui dis ben alors Georges, attendez, je suis fait pour quoi? Il me dit mais tu es fait pour être médecin. Bon. Merci Georges. J'avance. Et puis un jour un de mes amis me dit voilà, il y a un cours d'introduction à une école d'acupuncture qui s'ouvre à Lille, est-ce que tu veux écouter le premier cours? Alors je dis d'accord, je vais écouter le premier cours, je me mets tout au fond de cet amphithéâtre dont je me souviens encore précisément, et là j'entends l'acupuncteur qui explique le fonctionnement du monde selon l'acupuncture, avec les 5 loges, avec les méridiens, avec les énergies cycliques, les déterminants cycliques exogènes, les merveilleux vaisseaux, les entrailles furieuses, etc. Tout le fonctionnement avec les saisons, avec toutes les correspondances, avec toutes les symboliques. Et là, c'est un moment d'extase extraordinaire. Je me dis, voilà, ça y est, je sais ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours. Et quand je sors, Marc me dit, bah alors, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, je sais ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours. Et là, les dés sont jetés. Et donc, je vais devenir homéopathe et acupuncteur. Ce sont des spécialités. Il y a d'autres spécialités qui sont globales. Hein. C'est celle que je vais pratiquer, l'ostéopathie globale. Il y a d'autres spécialités qui sont globales. Et donc je vais pratiquer ça, je vais apprendre. Et déjà au niveau des médecins, je me rends bien compte que même parmi les homéopathes, je les perturbe un petit peu quand je parle de quelque chose qui ressemble à la théorie des signatures, c'est-à-dire telle chose a telle forme, donc ça doit agir de telle manière. Si l'araignée a 8 pattes, c'est que ça veut dire ça. Si celui-là n'a pas de bras ou de jambes, ça doit vouloir dire ça. Donc la forme, la fonction doit avoir un lien. Et puis je finis par m'installer quand j'ai 30 ans. Et là je commence un peu à faire ce que je veux.
Et là, j'ai d'autres extases. Et la première, c'est quand je rencontre tout ce qui est le sens des maladies, ce qui deviendra, qui sera repris après par on a ça, biologie totale, décodage biologique, et qui reste très animalier en fait. Mais je découvre ça, je découvre cette manière de voir les choses, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. Ça, je me dis, ça, c'est la médecine du XXIe siècle ou du XXe siècle. Je me dis, celui qui a inventé ça, c'est le plus grand génie de la médecine du XXe siècle. Allez comprendre qu'une émotion puisse agir sur le corps, donner un type de maladie, au-delà même de la simple psychosomatique, parce que dans la psychosomatique, vous dites, bon voilà, si vous prenez la médecine, vous êtes en bonne santé, vous êtes malade. Vous êtes bien, c'est la méchante maladie qui est dehors, donc c'est manichéen, c'est le bien et le mal, on se croit chez Saint-Augustin. Et voilà, le mauvais dehors et le bon est dedans, et si vous mettez le mauvais dehors, de nouveau, vous allez être bien, vous allez être parfait. Il y a les mauvais microbes, il y a les bons êtres humains, il y a les bons médecins, il y a les mauvais dehors, et ça c'est manichéen. Et alors qu'en fait c'est pas du tout ça. L'extérieur, l'intérieur, voilà. Comme le disait Denis de Souzenel, Dieu et le diable c'est la même chose, mais on ne peut pas le dire. C'est pas possible de dire ça. Mais pourtant c'est pareil. Et donc je rencontre ça, et je me rends compte que, voyez, si vous prenez la base, vous avez la médecine simplement qui voit les choses comme ça, après ça vous avez la psychosomatique. La psychosomatique va dire, effectivement, il y a un lien entre ce que vous vivez et vos émotions. Mais c'est tout. Après ça, on va s'allonger sur le divan, on va travailler, mais il y a, voilà, il n'y a pas de zone particulière, telle chose ne doit pas donner telle chose ne doit pas donner telle chose, ça va rester général. Quand on rentre dans le fonctionnement des maladies un peu plus, on va voir apparaître ce que moi j'appelle le point par point. C'est-à-dire que le point par point, c'est dire que c'est pas n'importe quelle émotion qui va donner n'importe quelle maladie. C'est une émotion, enfin, un type d'émotion qui va donner un type de maladie. Donc c'est ce que j'appelle un système point par point. C'est pas simplement ça qui communique avec ça, c'est ça qui communique avec ça, avec une multitude de choses. Et ça c'est important parce qu'on gagne énormément de temps. C'est-à-dire que quand on parle d'un patient qui vous dit telle chose, qui vous dit qu'il y a telle maladie, eh bien on peut dire, et dans ce domaine-là, vous avez eu des choses qui vous ont... Et ça vous dirait quelque chose, et là peut-être que, est-ce que ça a du sens pour vous? Et donc on gagne énormément de temps. Alors quand je découvre ça c'est extraordinaire. Mais en même temps, c'est important, mais en même temps il faut faire très attention parce que il ne faut pas non plus être donc trop flou comme on peut être dans la psychosomatique ou trop enfermant qu'on peut mettre en disant bah oui ça c'est forcément ça, puisque tu as ça c'est que j'ai ça. Donc à ce moment-là je me souviens du très beau film d'Eli Chouraki qui s'appelle Paroles et musique. Et je me dis, voilà, ça c'est l'expression, c'est la phrase qui va me permettre de nommer ce qui se passe. Parole et musique, ça veut dire la musique, elle est universelle. Elle est pareille. Vous mangez toujours par votre bouche, vous éliminez toujours par votre anus. Vous serrez dans vos bras avec vos mains, vous ne serrez pas dans vos bras avec vos oreilles. Et vous écoutez avec vos oreilles. Vous écoutez aussi avec votre cœur, mais vous écoutez rarement avec vos pieds, sauf quand vous marchez. Mais quand vous marchez, c'est vous que vous écoutez avec vos pieds. C'est pas le voisin. Quand si vous l'écoutez le voisin, c'est avec votre cœur, avec vos organes de sens et avec vos oreilles. Donc il y a un élément de cet ordre-là, comme ça. Donc il y a une certitude. Un petit bébé, il commence toujours par téter le sein ou téter le biberon, et ça passe toujours en premier dans l'estomac. Donc la première manière dont il aborde le monde, c'est toujours l'estomac. Avant même des organes d'essence qui ne sont pas encore opératifs. Donc l'estomac va toujours nous parler de ça. Maintenant, le vécu qu'a tel bébé, le vécu qu'avait le bébé Olivier, le vécu qu'avait le bébé Guy, le vécu qu'avait le bébé Sophie, le vécu que vous aviez bébé est différent. Et l'émotion que vous avez ressentie, c'est différent. Donc il y a un mélange entre l'émotion que vous ressentez, qui vous appartient à vous, par rapport à une situation qui est objective et par rapport à une somatisation qui est à la nature de vous. Donc il y a l'autre, il y a moi, il y a mon ressenti entre l'autre et moi, et derrière comment ça va s'inscrire. Et donc je me suis dit, parole et musique, ça veut dire que la musique elle est universelle. Vous
voyez, si je vous chante, par exemple, j'ai écouté hier soir Joe Cooker, toutes ces chansons extraordinaires, moi ça m'évoque des choses. C'est toujours la même musique, mais vous, ça ne va pas vous évoquer la même chose. Donc il y a des universels, votre corps fonctionne dans des lois universelles, et votre ressenti, vos paroles à vous sont différentes de chacun. Donc paroles et musique, ça veut dire, les paroles c'est votre ressenti, votre émotion, et les musiques c'est comment le corps va le mettre en forme. Donc, une maladie c'est paroles et musique. Et c'est important aussi peut-être justement prendre le jeu de mots avec la parole. Que la parole c'est le verbe c'est le père, la parole c'est dire, c'est comprendre, c'est ressentir, c'est aussi nommer soi-même. Et souvent guérir ça consiste déjà, ou le chemin vers la guérison ça consiste déjà à nommer ce que l'on n'a pas pu nommer et qui s'est nommé dans le corps, et le corps a parlé parce que vous n'arriviez pas à parler. Et comme disait Jung, tout ce qui n'arrive pas à la conscience revient sous forme de maladie, et la maladie contient l'or véritable qui n'a pu se manifester nulle part ailleurs. Lacan disait le symptôme est souvent la partie la plus vraie du patient. Et je ne vais avoir de cesse tout au long de mon existence que par curiosité, de comprendre les choses, d'essayer de les exprimer. Et vous voyez, ici on est dans le rouge et noir. Le rouge et noir c'est la couleur de la folie. Et Olivier Py, qui a dirigé le théâtre de l'Odéon, qui maintenant s'occupe du Festival de l'Avignon, dit le théâtre c'est la mise en forme de la folie. Et si je joue ma folie au théâtre, peut-être que je m'en protège dans la vie, peut-être que je la manifeste à l'extérieur. Donc c'est très bien qu'on joue notre folie. Parce que si je joue, hop, ça va mieux dedans. Je vais la dire, et après ça je vais aller mieux à l'intérieur. Et ça c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis dans la même année, et là j'ai 32 ans, je rencontre Annick de Souzenel. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est une rencontre qui a marqué ma vie, comme la première. Et là, c'est encore un autre moment d'extase extraordinaire. Je rencontre Annick de Souzenel, et là, après le mode de réaction que je vous décris, mais qui est un mode de réaction très animal, en fait, en quelque sorte. Comment mon animalité va m'aider. C'est-à-dire que si ma pensée, mon âme est en difficulté, je vais aller chercher mon corps. Où mon corps est là, et je veux pouvoir l'utiliser, ou plutôt, je ne sais pas l'utiliser, il va m'aider, il va me servir, il va être là, il va me parler, il va me dire, voilà, toi tu n'arrives pas à comprendre, mais moi je vais le faire parce que j'assure ta survie. Et ce corps qui est là, qui assure la survie, est quelque chose de très très important. Et donc ce corps va être là, il va m'aider, et donc, si je n'arrive pas à comprendre, je vais chercher mon animal, et mon animal va m'aider de nombreuses manières, dans différents processus de maladie, de somatisation, pour que je puisse continuer l'étape et pour que je puisse avancer. Et donc, avec Annick, je rencontre autre chose, parce que je rencontre toute la part, après la part animale, vous voyez, l'homme, ici, l'animal sur lequel je m'appuie, comme le sol sur lequel je m'appuie, et mon esprit, mon âme. Et Annick me parle de l'âme. Et on se rencontre, et c'est une rencontre très très importante, on s'entend très bien. Et là, je trouve l'autre partie. L'autre partie de la compréhension des maladies, qui est justement la symbolisation. Le symbole, c'est quelque chose qui me relie au sens profond des choses. Je peux même dire que le symbole, c'est ça qui va permettre de relier mon ADN central. Annick de Souzenel parlait de Adonai, ADN, mon Seigneur. Et à l'extérieur du monde, alors c'est je sais pas quoi, c'est Dieu, c'est je sais pas quoi. J'aime la chanson de Cabrel, le Chêne Liège, quand il dit regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux. On a prié, on a mis des cathédrales, des mosquées, des minarets, etc. Est-ce que c'est le bon endroit? Le ciel est-ce vos larmes quand il pleut? J'aime beaucoup cette phrase-là. Est-ce que Dieu existe? Il y a trois choses qu'on ne connaît pas dans la vie, c'est comment s'est formé l'ADN. Par moyen de savoir, on connaît des expériences pour essayer de créer l'ADN. Ça, on sait faire, mais on ne sait pas le reproduire, comme pour créer les acides aminés, mais on ne sait pas reproduire l'ADN. La deuxième chose qu'on ne sait pas, qui est un grand mystère, c'est le zéro des mathématiques. Qu'est-ce que c'est le zéro? Alors, on ne sait pas. Zéro, c'est quoi? C'est 0 degré Celsius ou 0 degré Fahrenheit? Le zéro, c'est quand il n'y a rien. Mais avant le rien, il y avait quelque chose. Vous croyez qu'il n'y avait rien avant le Big Bang?
Moi, je crois pas une seule seconde qu'il n'y avait rien dans le Big Bang. Mais... Et Coluche, il disait, il avait une phrase extraordinaire pour ça. Et moi, j'ai aimé beaucoup 3 hommes dans ma vie, Coluche, Steve Jobs et Willy Barral. Et Coluche, il disait, rien c'est rien. Enfin, une fois rien c'est rien. 2 fois rien, c'est pas grand-chose. Mais 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Donc le zéro, on ne sait pas ce que c'est. Donc le zéro des mathématiques, c'est on va mettre un commencement. Et quand est-ce qu'on met le commencement? Et puis la 3e chose qu'on ne sait pas, c'est Dieu. Personne ne peut savoir si Dieu existe ou pas. Chacun croit ce qu'il croit, chacun croit ce qu'il pense. Il y en a même qui se tuent pour ça. Moi, je pense qu'on peut vivre pour ça, on peut vivre de ça, on peut vivre avec ça, en sentant les choses, mais je ne sais pas si... Je sais pas. Et alors, toute l'idée intéressante, c'est quand est-ce que ça commence? En fait, ça commence avec le Big Bang, il y a 14 milliards d'années. Et la vie, elle commence quand? Elle commence au moment de la fécondation? Ou elle commence quand l'homme et la femme se regardent et que quelque part, leur esprit va se mettre en lien en se disant, tiens, on va se reproduire. Et quand parfois même, ils ne le savent même pas. Et quand un peu coquinement, il y a un enfant qui se dit, oh, ça m'intéresse là. Même si l'idée qu'on choisit est une idée qui est sujette à caution. Et quand est-ce que ça va commencer? C'est intéressant parce que, donc, il y a l'animal, il y a l'être humain, et il y a l'esprit. Donc, dans votre vie, vous rencontrez un obstacle, soit vous comprenez ce qui vous arrive, vous intégrez, vous allez ce qu'on appelle symboliser, c'est-à-dire vous allez donner un sens aux choses. Vous savez, le mot symbole, symbolon, c'est jeter en travers, ou c'est aussi quelque chose dans l'Antiquité, quand on voulait passer un contrat, et quand on arrivait, il fallait, mais c'était compliqué, donc on prenait un galet, on le cassait en 2, et chacune des 2 parties prenait une partie du galet. Et si vous prenez des galets en silex, eh bien vous ne pouvez pas trafiquer. Hein. Il n'y a qu'un seul galet qui peut aller avec le même galet. Et quand vous mettez les 2 ensemble, si vous faites bien attention, si on l'enroule bien, si vous faites bien ensemble, vous savez que c'est avec telle personne, même dans l'Antiquité, que vous avez fait ce contrat-là, et c'est pas avec quelqu'un d'autre, et c'est à lui que vous devez livrer telle chose, ou c'est avec lui que vous avez fait un traité de paix, ou c'est avec lui que vous avez fait ci ou ça. Donc ça donne une signature. Et ça, c'était le symbolon, pour relier les choses. Donc c'est relier une partie que vous ne connaissez pas encore, une partie que vous allez apprendre. Vous savez, on peut imaginer l'histoire du petit enfant, qui est une histoire qui est bien connue, qui est encore modelée de terre, parce que Adam, ça veut dire la porte de la mémoire de l'humanité, mais c'est aussi la glaise, le glaiseux. Et donc vous imaginez un petit enfant qui est là, et qui est au début de sa vie, qui est encore au ciel, et qui est juste façonné, qui va naître. Et à ce moment-là, il y a un ange qui arrive, et qui lui dit, voilà, tu sais tout. Si tu existes, comment fonctionne le monde, pourquoi tu vas vivre, qu'est-ce qui se passe, qui sont tes parents, qu'est-ce que tu vas avoir à faire, quels sont tes dons, tu sais tout. Mais puisque tu sais tout, tu vas avoir à tout oublier pour pouvoir tout retrouver. Parce que, quelque part, je pense qu'on a tous à manifester sur Terre une partie de la connaissance profonde et que chacune de nos expériences va enrichir la connaissance profonde de l'univers et elle va aller s'inscrire dans notre ADN que l'on va repasser, c'est la bibliothèque générale. Vous savez, vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, vous montez les puissances de 2, 16, 32, 64, et ainsi de suite. Et si vous regardez en l'an 1000, vous avez déjà 1 milliard d'ascendants. Donc je ne sais pas si je crois à la réincarnation. Et comme on disait avec Annick, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça se passe ici et maintenant. Et le premier qui est là-haut, il envoie un mail aux autres pour dire comment c'est. Mais c'est comme les 2 enfants qui sont dans le ventre de leur mère. Il y en a un qui dit, les 2 jumeaux, il y en a un qui dit, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la grossesse? Et l'autre, il dit, je ne sais pas, personne n'en est jamais revenu. Donc, voilà. Donc, c'est notre ADN. Et nos chromosomes, je ne sais pas si on se réincarne, mais je sais que nos chromosomes ne sont pas leur première incarnation. Ils ont servi pour des milliards et des milliards d'habitants. Vous avez à l'intérieur de vous un petit peu de milliards et de milliards de personnes. Rien qu'avec ça, c'est logique que vous ayez des mémoires, puisque toutes les expériences se sont inscrites dedans, que l'ADN,
C'est quelque chose, c'est une énorme bibliothèque qui sert à manifester, qui sert à pouvoir inscrire tout ce qui est compris, qui sert à accomplir. En fait, c'est quelque part, là, c'est là où le scribe inscrit ce qui est accompli et ce qui est compris. Donc quand vous avez compris quelque chose, ça se met dans un ADN et vous le passez à la génération suivante. Et tous ces fameux problématiques de code génétique, de ceci, de cela, c'est simplement qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris, qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qui n'est pas à travailler. Et on est tous avec un niveau plus ou moins développé d'une chose ou d'une autre, aussi ou ça. Et c'est ça qui va nous donner notre ADN. Mais c'est cet ADN-là que nous allons passer. Donc ce petit enfant, il est là et on lui dit tu sais tout, mais tu dois tout oublier pour apprendre à tout retrouver, et en retrouvant tout, tu vas pouvoir aider l'inscription. Et on est tous là, et alors l'ange, pour bien dire ça, et qu'on n'oublie jamais, il inscrit en nous, et il met son doigt sur la lèvre supérieure de l'enfant, il lui fait chut. Vous voyez, il y a une petite trace là, qui ne sert à rien, si ce n'est de mettre la mémoire du fait que vous avez chut. Donc c'est cette chose-là que vous allez essayer de retrouver. Et ça, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, personne ne sait ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et en fait, ce n'est qu'au cours de votre vie, au cours de ce que vous allez rencontrer, et souvent au travers, grâce, et avec la grâce de la maladie, vous allez voir que c'est comme si vous étiez dans le noir et que vous vous cogniez sur les choses. Vous cognez sur les objets, vous dites, ah, vous savez, quand on dit c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid, où est-ce que tu l'as caché, c'est chaud, c'est froid. Et c'est comme ça que vous allez retrouver les choses. Et donc on est à la fois peut-être un peu lâché dans la nature, si j'ose dire, avec une connaissance totale à l'intérieur de nous, qui est une sorte de Bible fondamentale qui est notre ADN, et puis nous, en relation avec le monde, et puis quelque part ailleurs, une autre partie qui sait, et l'être humain, il est à cheval entre ça. Il est dans cette interface entre les deux, et c'est dans cette interface-là qu'il va fonctionner, qu'il va vibrer. Et là, quand je parle de ça, je ne parle pas de choses complètement ésotériques, de choses flyées, comme diraient les Québécois. Hein, je parle de choses extrêmement concrètes. Un ADN, c'est quelque chose, on sait très bien. On sait, par exemple, quand il y a eu une violence sur une personne, eh bien, ça s'inscrit dans l'ADN. Et dans la génération suivante, on le voit. Mais plus ça s'éloigne, plus l'inscription est puissante. Parce que tant quand on l'a vécu, on peut s'en souvenir, mais quand on ne l'a pas vécu, il faut que notre ADN s'en souvienne. Et plus on s'éloigne, plus il faut que ce soit inscrit pour que ça puisse être réglé, pour que ça puisse être mis au point. Donc vous voyez, cette inscription elle est là, notre ADN c'est notre allié, notre corps c'est notre allié. Donc, on a cette notion-là de pouvoir dire que si vous êtes face à une difficulté, vous pouvez soit comprendre, intégrer, symboliser. On aimerait tous faire ça. Confucius disait, je crois, la phrase à peu près, c'est il y a 3 manières de faire, d'évoluer dans la vie par la conscience, ce qui est la plus noble, mais rêvez pas. Enfin, c'est moi qui rajoute, rêvez pas. Vous le ferez une fois sur 1000. Par l'imitation, ce qui est la plus facile, et par l'expérience, ce qui est la plus douloureuse. Effectivement, ça va souvent se passer comme ça. Donc, voilà. Et c'est vrai que la fonction du parent dans l'éducation, c'est de permettre à l'enfant de symboliser. Surtout la fonction paternelle. Parce que la fonction maternelle, c'est de donner une sécurité, une confiance en soi, une bonne assise sur laquelle on est, qui fait qu'il y a un bon narcissisme, et que comme on a un ego très puissant, on peut se permettre de l'oublier. Alors que les gens qui n'ont pas un ego puissant, ils doivent toujours s'en occuper. C'est difficile, mais ça ne fait que marquer la souffrance. Et donc, il y a la fonction paternelle, mais la mère peut faire du père, hein, comme le père peut faire de la mère. On peut être des papapoules, hein, Guy. Et puis on peut être des pères symboliques, comme la mère peut être une mère symbolique. Hein, il y a la mère nourricière et la mère initiatrice. Hein, il y a la mère vache et la mère chèvre. La chèvre, c'est l'initiatrice. C'est la chèvre de Monsieur Seguin qui veut aller vers le danger, même si c'est dangereux, parce qu'il vaut mieux vivre le danger que de rester dans la sécurité de peur de se faire agresser. Vous voyez ? Donc la mère peut être initiatrice ou sécurisante, et le père peut avoir une action aussi de protéger, et c'est une action de sécurité, mais une action d'ouverture. Et donc c'est dans l'action de l'éducation qui va être de dire, de pouvoir permettre à l'enfant de symboliser.
Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a une sécurité intérieure énorme. C'est-à-dire que notre corps, il est capable de somatiser dans tous les cas. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir que la plupart des maladies sont finalement nos systèmes de sécurité. Nous tombons malades, c'est la preuve que nous fonctionnons bien. Donc en permanence, on a un système de sécurité. Et je pense que par rapport aux enfants, c'est très important de ne pas du tout de pas trop agir sur leur maladie finalement. Il faut 70 petites maladies pour faire l'immunité d'un enfant. Et quand je vois des parents qui viennent me voir en me disant « Ah bah, il a été malade 4 fois cet hiver », je dis « C'est bien, il n'en reste plus que 66 ». Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand je fais jeter des cache-nez et des cagoules à la poubelle avec les complices, les toxiques que sont les gigoteuses. Si j'étais ministre de la Santé, j'interdirais les gigoteuses. Je considérerais que ça ferait baisser de 30% les maladies infantiles. Et les cagoules. Tant qu'il ne fait pas au moins 5 degrés ou 0. Par moins 40 au Québec, on peut. Mais voilà. Donc, la fonction paternelle, la fonction maternelle, la fonction parentale, c'est d'aider justement l'enfant à découvrir et à symboliser le plus possible. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas compris, vous n'avez pas compris. De toute manière, le corps va être là pour aider. Et je dis qu'une journée de fièvre, ça fait 3 mois de psychanalyse. Donc quand vos enfants font de la fièvre, surtout quand ça atteint 39,5. Hein. Avant, c'est pas très intéressant. Donc, on a cette chose-là, vous voyez, vous imaginez une route, un obstacle, compréhension, symbolisation, fonction parentale, fonction spirituelle, fonction imaginative, fonction hasard, fonction providence, fonction tout ça. Ou bien vous n'arrivez pas, et donc fonction somatisation, et on est en dessous, et on fait notre petit tour, et on revient jusqu'à l'équilibre. C'est le rôle des maladies aiguës qui ont comme fonction de nous ramener à l'équilibre. Et donc elles sont très importantes, les accompagner pour permettre de comprendre. Donc on va, ce que j'appelle, chercher son animal quand on est en difficulté. Une maladie chronique, c'est un peu différent. Ça veut dire que vous avez essayé et vous n'avez pas réussi. Donc vous n'avez pas réussi, vous restez toujours en somatisation parce que vous n'avez pas réussi à régler les choses complètement. Pour ça que quand Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, disait qu'il faut favoriser les aigus et contrarier les chroniques, c'est intéressant. Regardez, aujourd'hui on est à un moment où en espace de 30 ans, on a réussi à rendre les antibiotiques inefficaces. Parce qu'on s'est mis dans l'idée qu'il ne fallait plus être malade. Moi je pense qu'il faut être malade, je pense que c'est important. Il faut dans le sens où c'est la nature qui le fait, donc c'est important de laisser faire le système naturel. Et c'est lui qui va agir. Et donc quand vous voyez des enfants qui sont malades, c'est très important, c'est là que ça se joue. C'est là où ils font le point inconsciemment d'une façon totalement automatique. Quand vous lancez un chat en l'air, il va retomber sur ses pattes. Il faut le laisser retomber sur ses pattes. Parce que ça c'est le mode d'équilibre. Et donc voilà, me voilà avec la somatisation, la vie, la symbolisation que m'apporte de Zosnel, et je continue mon chemin et je continue à avancer. Et alors après, je rencontre une autre chose qui m'avait passionné déjà pendant mes études de médecine, c'est l'embryologie. Et l'embryologie, c'est quelque chose de fabuleux, parce que l'embryologie, elle va inscrire les choses en nous. Et quand je vous dis, par exemple, vous pouvez somatiser dans la matière, mais vous avez aussi l'esprit qui est là, puis vous avez vous qui êtes là au milieu. On va dire c'est bien, ok d'accord, mais ça, tu peux nous filer un bouquin de philo, c'est marqué. L'être humain, corps d'animal, âme divine. Ok, je prends. Dans l'embryologie, c'est marqué, c'est inscrit. C'est marqué âme divine, corps animal, c'est marqué dessus avec un... En fait, au départ, il y a deux enveloppes dans l'embryon. Dès que l'embryon s'implante dans la paroi de l'utérus, il va rapidement se mettre dans un système avec deux grandes enveloppes. Une première qui s'appelle l'amnios, une sorte de ballon qui s'appelle l'amnios, une deuxième qui s'appelle le vitellin. Et on peut dire amnios c'est l'âme noos, amnios c'est aussi l'agneau. Étymologiquement parlant, c'est l'agneau, c'est-à-dire c'est l'innocence. C'est la signification de l'agneau immolé, c'est celui qui vient, qui a la connaissance, mais qui est totalement innocent. Et donc d'un côté c'est cet amnios, de l'autre côté il y a le vitellin. Le vitellin c'est l'animal. Et l'animal il a des modes de survie. Dans l'animal il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal.
Est-ce qu'un lion est mauvais parce qu'il a dévoré une antilope? Il est lion. Et est-ce qu'une antilope est pas sympa parce qu'elle ne s'est pas laissée manger? Non, elle est antilope. Que deviendrait le lion s'il avait la moindre compassion pour l'antilope? Et que deviendrait l'antilope si elle avait la moindre compassion pour le fin du lion? Oui, bon. On est à combien de temps là? Dis-moi tout, parce que j'ai pas compris. Il me reste 3 minutes. Donc, voilà. Si je vais pourtant, je vais rien faire de mes 3 minutes. Bon. Et donc, là, je vois que finalement, on a l'âme divine et le corps animal qui interviennent. Et de ces deux couches-là vont naître la troisième couche. Donc, le corps animal, c'est l'endoderme. L'âme divine, c'est l'ectoderme. Et au milieu va après une troisième couche qui vient de l'âme, qui s'appelle le mésoderme. Et dans l'embryologie, on voit cette structuration du monde. Et au début, tout est net. On sait où est votre animal, où est votre âme, où est votre corps. Donc, l'animal, il sert à se reproduire. Il va dire, voilà, je me reproduis, je suis là, je suis vivant, je passe sur ma survie. L'âme, elle va représenter les organes d'essence, elle va représenter le cerveau, elle va représenter la peau, mais rien de plus. Et au milieu, il y a la troisième couche qui s'appelle le mésoderme, dans lequel il va y avoir les os, les muscles, les glandes, le cœur, le système circulatoire, et qui va représenter l'amour. Donc vous avez l'âme, l'animal et l'amour. Et l'amour, je pense que c'est le cadeau que Dieu fait à l'homme pour s'accomplir, pour permettre de vivre sa vie sur Terre. Et je pense que l'amour, ce n'est pas le but. Le but, c'est l'accomplissement. L'amour, c'est le moyen. Ce qui fait que si vous dites, si vous pouvez survivre avec votre endoderme, si vous pouvez avoir des pensées et penser je t'aime, pour pouvoir le manifester, il faudra utiliser votre mésoderme et pouvoir serrer dans les bras et manifester, et parler et articuler. Et ça va être la troisième couche. Et donc vous voyez, après ce... Je sais pas, j'ai parlé d'une âme là. Quoi? 50 000. Bon. On se rend pas compte. Et aujourd'hui, j'ai fait une chose que j'avais jamais fait, c'est-à-dire que j'ai fait cette conférence sans absolument rien préparer. Souvent, je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, je fais comme ça. Voilà. Et c'était, on en avait longtemps discuté avec lui. Et donc, nous sommes d'un côté un animal, nous sommes de l'autre côté un Dieu, et au milieu il y a l'amour pour nous permettre de vivre. Notre corps, il est là, c'est notre cadeau qui va nous permettre de nous accomplir. Et c'est lui qui va nous accompagner tout au long de notre existence. Et moi, tout au long de ma vie, je me suis dit comment je peux essayer d'intégrer ça, comment je peux essayer d'appliquer ça, comment je peux essayer de faire comprendre, comment je peux essayer de chercher, et comment on peut mettre ça en pratique. Et dans ce fonctionnement du monde général, nous sommes complètement connectés à l'intérieur de nous, mais complètement connectés avec l'extérieur, où chaque élément communique. Nous sommes vraiment au cœur de ça. Et ce qui est intéressant, quand on regarde les aspects de l'embryologie, c'est qu'au niveau de l'embryologie, c'est un peu comme le Big Bang. C'est-à-dire que, vous voyez, à l'extérieur du monde, à l'extérieur, vous allez grandir progressivement 5 cm, 10 cm par an, mais la première année, vous grandissez beaucoup plus vite. Et une vous allez encore beaucoup plus vite. Et vous savez que si on applique à la vitesse extérieure, qui est lente, à la vitesse intérieure, où des fois le volume double en quelques heures, le nombre de cellules double en quelques heures, si on appliquait ça à la totalité, la grossesse durerait 550 millions d'années. Et comme on augmente de volume qu'à partir du 7e jour, si vous continuez du 7e jour au 1er jour, tiens, 7 jours, 1er jour, c'est la création du monde, c'est pas en 7 jours. Et l'implantation de ce 7e jour, il faut croire qu'on a la mémoire de ça à l'intérieur de nous. Ceux qui ont écrit la Bible ont la mémoire de ça, simplement. Et donc si vous appliquez, vous avez 14 milliards d'années. Si vous faites l'intégration mathématique, vous avez 14 milliards d'années. C'est-à-dire que chaque être humain, c'est tout le monde qui se reproduit à chaque fois. Donc vous êtes la totalité du monde,
Et chaque être humain, c'est la vie qui se reprend depuis le début. Et chaque être humain, c'est la possibilité de faire ça. Et vous voyez, vous allez rentrer dans le monde par une trompe, la trompe de Fallope, la trompe utérine, et vous allez ressortir par un cône de lumière. Mais si vous regardez le passage dans l'embryologie entre le ballon du haut et le ballon du bas, ça se fait par une sorte d'entonnoir de la même manière. Et si vous regardez un moment l'aspect d'embryologie, et ça c'est l'embryologie, c'est Allemand Blechschmidt qui nous a montré ça, eh bien c'est pareil. Vous passez d'un monde à l'autre. Le monde de l'un va rencontrer le monde de l'animal, et entre les deux va se positionner l'amour et le cœur tout de suite devant les yeux. Et c'est ça qui va se jouer. En fait, c'est comme un trou noir. C'est comme les planètes qui sont aspirées dans un monde qui vont sortir dans un autre monde. Et moi, je pense que finalement, le Big Bang, c'est un entonnoir où ça va s'ouvrir, mais après, hop, ça va se remettre tout dans l'ADN, ça va repasser dans l'acte amoureux. Et hop, ça va se redéployer de niveau pour faire 14 milliards d'années. Puis de nouveau, donc votre vie, ça dure 14 milliards d'années. Et chaque passage de génération, c'est de nouveau, hop, on se déploie, hop, on se remet dedans, hop, on se déploie. Et chaque fois, on a appris quelque chose de plus. Et vous voyez, si on regarde la vie comme ça, si on regarde le monde comme ça devient complètement différent. Et je trouve que ça devient simplement merveilleux. Voilà. Mon site c'est lesymboles.com et il y a une petite chose aussi que je voudrais te dire, c'est que j'ai décidé il y a une bonne année de faire une lettre qui s'appelle la lettre de la médecine du sens et elle est gratuite. Vous pouvez vous inscrire sur cette lettre, elle est gratuite, vous allez sur lesymboles.com et vous tapez et vous vous inscrivez à cette lettre, vous recevrez toutes les semaines avec le monde et la vie commentés, les articles et les actualités, tout ce qui se passe commenté et c'est gratuit et ça restera gratuit. Voilà. Vous pouvez retrouver également le CD d'un film extraordinaire sur Olivier Soulier qui est à l'entrée de cette salle de théâtre. Je vous remercie infiniment. Merci Olivier.